Hello à toutes et à tous, chers investisseurs CLF pour ce point de marché hebdomadaire. Alors, ça sera un point qui sera un petit peu différent des autres, hein, surtout au niveau des graphiques, parce que mon broker a fait ce week-end une maintenance de son système d'information. Oui, puisque les marchés sont fermés, donc il faut bien qu'il trouve un moment pour faire une maintenance. Et donc, du coup, j'ai pas accès forcément à tous les graphiques. Donc, ça sera une vidéo un petit peu écourtée là-dessus. Néanmoins, il y a quand même des choses sur lesquelles je souhaite partager avec vous. Alors, écoutez, on ne va pas tarder. Alors, de quoi il s'agit? Alors, le titre de cette vidéo, comme vous le savez, les marchés ont énormément rebondi hein, cette semaine qui vient de s'écouler, hein, surtout jeudi et vendredi. Hein, ça a été vraiment une hausse funiculaire. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a un dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond du chat mort? Vous voyez, c'est un petit peu la métaphore, hein, donc un chat qui tombe de très très haut, qui tape sur le sol, en fait, il va, alors c'est intuitif, il va rebondir, il va faire un rebond avant finalement, alors qu'en fait, il est mort. Et là, en fait, on se pose cette question sur les marchés. Hein. On a eu un CAC 40, un Dow Jones qui ont très 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 bien rebondi. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si ça va être durable. Alors, moi, je vais effectivement dans cette vidéo vous donner mon point de vue. Alors, attention, hein, je passe quand même quelques disclaimers. Voilà, donc ce que je vous donne ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous donne un peu mon point de vue personnel et moi ce que je fais sur les marchés, mais il ne faut pas forcément copier ce que je fais puisque chaque situation patrimoniale est différente. Mais il faut bien, disons que je m'appuie sur quelque chose pour vous expliquer mon analyse. Donc, il faut bien que je vous montre, que je vous illustre ça. Et la meilleure manière d'illustrer ça, c'est par mes actions personnelles. Alors, on va passer en revue l'actualité. Alors, l'actualité géopolitique, ça s'enlise en Ukraine. Même si le conflit semble tourner à l'avantage des Russes dans le Donbass, et on a appris en fin de semaine dernière que les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk, qui a été vraiment bombardé par l'artillerie russe. Sur l'actualité sanitaire, le Covid refait parler de lui. Le gouvernement alerte sur une 7e vague de Covid. Alors, est-ce qu'on va devoir reporter le masque? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles restrictions à la rentrée? Est-ce qu'il y aura une 4e dose de vaccin obligatoire? Pour le moment, on n'en sait rien, mais on a la petite musique du gouvernement qui nous alerte sur le retour du Covid. L'actualité politique, alors l'actualité politique, comme je l'espérais, les résultats des législatives a accouché d'un match nul, avec certes une victoire du parti d'Emmanuel Macron qui obtient le plus de sièges, mais en étant très loin de la majorité absolue. Et ça, c'était quelque chose, hein, comme je vous l'avais indiqué dans une de mes vidéos, moi c'est quelque chose que j'espérais, non pas que je sois contre Emmanuel Macron, c'est pas du tout l'objet, et puis je fais pas de politique sur cette chaîne, mais il faut reconnaître que une partie importante de l'opinion publique française pense que la situation est difficile à cause de la mondialisation, de l'immigration, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est le Rassemblement national qui porte ces voix-là. Et une autre partie de la population pense que la situation est difficile à cause d'un mauvais partage des richesses et que les grands patrons, les grands investisseurs s'en mettent plein les fouilles, tandis que les salariés triment au travail. Je ne dis pas, je dis pas si c'est vrai ou pas, je dis juste que voilà, on a trois parties, trois pôles. Hein, la population est divisée en trois blocs qu'on distingue maintenant. Un bloc vraiment qui pense que voilà, européiste, on va dire, hein, qui pense que tout va bien actuellement, qu'il faut continuer comme ça. Ça, c'est ceux qui ont voté Emmanuel Macron. Un bloc qui pense que vraiment il y a trop de voilà que la mondialisation, qu'il faut revenir un peu à un village français. Ça, c'est plutôt le Rassemblement national, hein, je caricature, et un bloc qui pense que pour être heureux, pour être mieux, il faut faire les poches, là encore je simplifie, des riches, des patrons. Ça, c'est plutôt NUPES. Voilà. Et donc, il faut respecter
le choix des électeurs, d'une partie de la population. Et ce qui a été bien, c'est que les législatives ont accouché finalement d'un Parlement qui reflète assez bien la composition du paysage des opinions publiques françaises. Et donc, ça va obliger Emmanuel Macron à devoir faire des compromis pour faire passer des lois. Et il vaut mieux que le compromis, que la bataille, elle ait lieu au niveau législatif, même que le Parlement retrouve sa force, qu'il y ait des échanges parfois musclés au sein du Parlement, plutôt qu'on ait un Parlement aux ordres de la Macronie et que les gens qui ne sont pas contents fassent entendre leur voix dans la rue. Parce que ça, voilà, les manifestations violentes, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça se termine. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que dans les jours qui ont suivi finalement la victoire en demi-teinte d'Emmanuel Macron, il a été plaidé sa cause à Bruxelles en indiquant, en rassurant Bruxelles, donc la Commission européenne, que il allait quand même essayer de faire passer ses réformes, qu'il allait essayer, voilà, qu'il a quand même une majorité relative. Donc on voit bien le bloc actuellement, c'est un bloc qui est très qui est très européiste, pour qui vraiment c'est très important d'être un bon élève pour Emmanuel Macron au sein de l'Europe. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de Français pensent qu'il faut renverser la table et ces Français-là, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, ce n'est pas l'objet, mais il faut les écouter. Et la meilleure manière de les écouter, c'est qu'ils aient des voix à l'Assemblée nationale. Voilà. D'ailleurs, les marchés ont plutôt bien, n'ont pas forcément paniqué. On a même eu des taux français qui se sont détendus. Les taux français ont baissé et les marchés actions ont augmenté. Donc voilà. L'actualité monétaire, Jérôme Powell a été auditionné par les parlementaires américains et il a rassuré les marchés en indiquant qu'à l'issue du prochain resserrement monétaire de juillet, la Fed allait commencer à se mettre en position d'attente. Et ce qui a été dans le sens de Jérôme Powell, l'actualité macroéconomique, on a eu des chiffres en phase avec les attentes, indiquant une croissance qui commence à ralentir et une inflation qui n'augmente plus, en tout cas qui plafonne en dessous des 10%. Et ça a été perçu très positivement par les marchés qui voient le bout du tunnel de la hausse des taux. Donc, voilà. Alors, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce rebond qu'on a eu sur les marchés va-t-il se poursuivre? Alors, on va commencer par le marché obligataire. Alors, sur le marché obligataire, alors ça ne se voit peut-être pas sur du long terme, mais on a eu une très forte détente des taux français, puisque en une semaine, les taux français ont perdu 40 points de base. C'est énorme. On est repassé, au moment où je parle, en dessous des 2% sur le taux 10 ans français. Alors, on reste très au-dessus, évidemment, des 0% qu'on avait au début de l'année, mais on a une forte détente des taux français. Pareil pour les États-Unis, on a eu une baisse des taux américains à peu près de 30 points de base. Alors, ça, c'est lié à quoi? Souvenez-vous, dans le dernier point de marché, je vous avais dit que j'avais raisonné par l'absurde. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est peut-être intéressant, le premier investissement, de faire un premier investissement, quitte à investir au début dans l'obligataire, en raisonnant ce qu'on appelle par l'absurde. C'est-à-dire qu'on avait des taux français qui filaient vers 3%, des taux américains qui filaient vers 4%. Et souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que si on continuait comme ça, à avoir des taux qui montent, on arriverait à la faillite carrément des États. Et ça, évidemment, les banques centrales ne peuvent l'accepter. Et donc, du coup, souvenez-vous de ce que je disais le premier marché que les autorités vont chercher à sauver en priorité, ça va être le marché obligataire. Et qu'est-ce qu'on a eu? En milieu de semaine, on a eu un très fort rebond de la valeur des obligations, donc une forte baisse des taux d'intérêt, parce que effectivement, le marché obligataire ne peut pas, les banques centrales ne peuvent laisser les taux dériver à la hausse indéfiniment à cause des taux d'endettement des acteurs économiques. Donc ça, un petit peu ce qui s'est passé sur l'obligataire. Alors la question de savoir est-ce que ça va durer, alors sur les taux, je suis partagé, on va dire. Je suis partagé. On peut très bien avoir des taux qui continuent à baisser. C'est pas exclu. Alors au niveau des spreads d'intérêt, des spreads de taux entre la France, l'Allemagne, l'Allemagne, l'Italie. Alors il n'y a pas eu grand-chose à noter. Ça a été une semaine assez calme. C'est pas tant les spreads qui se sont détendus,
mais c'est vraiment tous les taux qui ont baissé. On a eu un mouvement de translation des taux à la baisse. Alors, sur le marché d'échange, il n'y a pas eu grand-chose à noter, hein. L'euro-dollar qui est autour de 1,05, hein. Pareil, hein, l'euro franc suisse, l'euro sterling qui sont assez stables. On va passer assez vite. Il n'y a pas eu grand-chose sur les devises. Par contre, le prochain marché que je vais aborder, c'est le marché action. Le marché action. Et on passe par le CAC 40. Regardez le CAC 40. Alors, on ne le voit peut-être pas sur un graphique de long terme, hein. On voit le record historique du CAC à 7400 points. Mais on a eu un très fort rebond. On est passé de 6850 à quasiment 6100 points. 5850 à 6100 points. Donc, on a eu une hausse de 250 points en quoi en 2 jours. Donc, c'est énorme. On a eu 4% de remontée du CAC 40 en 2 jours. Ça a été extrêmement violent. Pareil, hein, pour le Dow Jones, hein, je vais passer après assez vite, hein, les slides sur les actions, parce que ce qu'on voit sur le CAC 40, on le voit aussi sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que les marchés espèrent que la récession, pourtant on a eu de mauvais chiffres, hein. On a des chiffres qui attestent du ralentissement de la croissance, mais la Réserve fédérale n'a pas prononcé le mot récession. Et donc du coup, les marchés, qu'est-ce que disent les marchés? Ils disent, écoutez, c'est parfait, on a baisse de la croissance, récession, donc baisse des taux d'intérêt, peut-être retour de la planche à billets, et donc du coup, retour des bonnes affaires, et on achète des actions en anticipant que la planche à billets va revenir et que les taux vont continuer à baisser. Alors moi, je suis assez dubitatif. Alors autant sur les taux d'intérêt, on n'avait pas intérêt, hein, les gouvernements, les banques centrales n'ont pas intérêt à laisser les taux dériver trop à la hausse, hein, sinon on peut assister vraiment à une fragmentation de la zone euro et à des défauts, des défauts partiels de paiement des États. Donc, il n'y a pas, voilà, il y avait pas intérêt à laisser monter trop les taux. Donc, sur les taux, honnêtement, je ne sais pas. En France, on est autour de 2%. Est-ce que les taux vont continuer à se détendre en dessous, ou est-ce qu'ils vont repartir à la hausse? Peut-être pas pour revenir à 2,5 ou à 3, mais au moins remonter vers 2,2. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Voilà. Pour les taux, je suis assez, je ne sais pas trop. J'avoue, je ne sais pas trop. Par contre, pour les actions, j'avoue, je serais très surpris que les marchés continuent à rebondir durablement. Alors, on a de la marge, hein, regardez, hein, pour le CAC 40, on a cette barre verte, hein, ce canal baissier du CAC 40, hein, qui est maintenant enclenché depuis la fin de l'année 2021. Et on voit que le CAC 40 peut encore revenir au contact des 6300 points sans que ça n'invalide la tendance baissière observée depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que les marchés actions ne peuvent pas continuer à trop monter? Alors, je vais d'abord passer le Dow Jones, hein. Le Dow Jones, la même chose, hein, c'est à peu près la même histoire. On a le canal baissier qui est ici, que l'on voit au-dessus, hein, qui passe par 37 000 points, 36 000, 35 000. On peut avoir une poursuite de la hausse du Dow Jones, peut-être en direction des 33 000 points. C'est quelque chose qui n'est clairement pas à exclure. Néanmoins, moi, je suis perplexe. Alors, je suis perplexe, pourquoi? À cause tout simplement de ce graphique. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors il y a une partie de l'inflation qui est liée aux matières premières, clairement. Donc là, les matières premières ont pas mal baissé, hein, cette semaine, hein, je vais y revenir juste après. Mais une partie de l'inflation, elle est liée au manque de main-d'œuvre. On a des pénuries de main-d'œuvre. Et aux États-Unis, on appelle ça the Great Resignation, la grande démission. Beaucoup d'Américains ont compris le système, ont acheté des actions, ont acheté des cryptos et ont pu avoir des revenus patrimoniaux supérieurs à leurs dépenses dans la vie de tous les jours. Et du coup, qu'ont fait ces Américains? Ces Américains ont quitté carrément leur emploi et on a eu une vague de démissions, ce qui explique pourquoi on a un taux de chômage aujourd'hui qui est très, très bas. Et ça, c'est pas forcément bon pour l'économie. Alors évidemment, cette chaîne, je défends la liberté financière, bien évidemment, je défends l'intérêt d'investir dans le cadran des investissements et de ne pas être focus 100% sur le salaire.
parce que le salaire ne fait pas tout. Mais aux États-Unis, en fait, on a eu le phénomène inverse, c'est-à-dire que les Américains se sont rués en masse sur les actions, sur les cryptos, et donc du coup, beaucoup d'Américains se sont rendus compte que ils pouvaient gagner plus d'argent avec leurs investissements boursiers que avec leur salaire. Du coup, on a eu une vague de démission. Et ça pose problème parce que les salariés qui restent en poste, qui n'ont pas démissionné, se retrouvent en position de force et commencent à demander des augmentations et des augmentations significatives. On voit par exemple qu'au McDonald's, donc là, qui est le service de la restauration rapide, c'est quand même des métiers assez durs, hein. C'est des métiers cadencés, les clients sont exigeants, parfois pas très très bien polis, hein. Le salaire horaire moyen des serveurs au McDo est passé de 10 $ l'heure à 15 $ l'heure. On a eu une flambée des salaires, et ça, c'est pas forcément bon non plus pour les entreprises, parce que ça réduit leur marge. Et donc, cette inflation salariale, elle est liée à une pénurie de main-d'œuvre, elle-même liée au fait qu'un grand nombre d'Américains a décidé de quitter son emploi pour vivre de leurs revenus patrimoniaux. C'est la liberté financière. En fait, c'est la liberté financière. C'est un peu ce que je prêche, hein, sur cette chaîne. Alors, bon, moi, je ne connais pas, hein, je n'ai pas accès à toutes les statistiques des Américains, mais j'ai fait un petit test sur mon propre patrimoine, sur mes revenus, le revenu de mon ménage. Donc là, j'ai tout fait en bassant. Donc là, avec un CAC à 6000 points, donc un CAC qui a pas mal baissé. Alors, voilà, donc là, c'est le revenu de ma compagne, mes revenus et les aides sociales. Évidemment, on n'a pas trop droit on a des revenus qui sont corrects, on n'a pas trop droit à des aides sociales. On a un tout petit peu là, parce que bon, quand on a 2 enfants, on a toujours un minimum, hein, d'aide de la CAF. Voilà. À côté, ce sont les dépenses contraintes. Donc, les dépenses contraintes, hein, les impôts. Alors, ce n'est pas l'impôt à la source, hein, ce sont les impôts, les taxes foncières, les taxes d'habitation. Voilà, ce sont les impôts, on va dire, les impôts fonciers et boursiers. Ici, on a le budget logement. Hein, le budget logement. Ici, on a le budget, le budget, tout ce qui est énergie, télécom, le budget transport et en jaune, le budget nourriture, vêtements. Et enfin, tout à droite, on a ce qu'on appelle les revenus passifs. Ce sont les revenus en fait de mon patrimoine au moment où je vous parle. On a évidemment des loyers, puisqu'on a des appartements en location. On a des revenus boursiers. Alors sur les loyers, oui, je rajoute aussi les revenus des SCPI. On a des revenus de type dividendes, parce que les actions versent des dividendes. Les appartements qui sont loués versent des loyers. Les obligations, parce que j'ai aussi des investissements, on a des investissements obligataires, versent des coupons. Et on a un stock ici de plus-value latente, un programme de réalisation de plus-value que je peux faire avec un CAC à 6000 points. Parce qu'évidemment, globalement, vu que ça fait 20 ans que j'investis, mon point mort est à peu près en dessous de 5000 points. Donc, en fait, ce qu'on appelle le prix de revient, à partir duquel je suis en plus-value, c'est à peu près 4800, 4700 points. Donc, tout ce qui est entre 4700 et 6000 points, ça me fait une énorme réserve de plus-value latente que je peux chaque mois liquider pour subvenir aux besoins de ma famille. Et donc là, on voit avec un CAC à 6000 points, on voit que une partie importante des dépenses, elle est absorbée par les revenus passifs. Mais, les dépenses contraintes restent supérieures aux revenus passifs. Maintenant, je vous dis pourquoi j'ai du mal à imaginer que le CAC va repartir à 7000, 8000 points et le Dow Jones va partir à 40 000 points. Parce que quand je fais la photo, hein, j'ai un modèle de money management. Hein, j'ai fait des vidéos sur le money management. Donc, comment un particulier peut gérer vraiment son portefeuille, ses dépenses, ses revenus, vraiment de manière active. Hein. Donc, je me suis inspiré des modèles actifs-passifs que font les assureurs et les banques, que j'ai appliqué à moi-même. Et là, j'ai projeté quel serait mon bilan, enfin, quelle serait la cartographie de mes revenus avec un CAC à 7000 points. Donc, si le CAC revenait à 7000 points, hein, donc il était en début d'année, là, les choses changent. Donc, évidemment, le salaire, lui, il ne bouge pas. Les dépenses contraintes, a priori, elles ne bougent pas non plus.
Par contre, évidemment, le stock de plus-value à réaliser, hein, de plus-value mensuelle que je peux réaliser jusqu'à ma retraite, on va dire, bah lui, il augmente parce que de 6 à 7 000 points, ça fait quand même 15% de hausse et donc ça fait grossir mon stock de plus-value latente. Et qu'est-ce qui se passe? Les revenus passifs deviennent supérieurs aux dépenses contraintes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, à mon échelle, à ma humble échelle, à 7 000 points, bah, je peux arrêter de bosser. En gros, à 7 000 points, si le CAC 40, imaginons que le modèle, le CAC 40 remonte à 7 000 et qu'il reste à 7 000, qu'il ne rebaisse plus, qu'il se stabilise à 7 000 points, voire même qu'il va plus haut, bah, en fait, bah, moi, clairement, bah, j'ai plus besoin de bosser. Plus besoin de bosser, je peux passer mes journées à vous faire au lieu de faire métro boulot dodo, je peux passer mes journées à vous faire des vidéos sur mes portefeuilles boursiers, etc., etc., etc. Et cette situation bah, que je vous partage, bah, c'est la situation de millions d'Américains qui aujourd'hui sont dans une situation un petit peu comme ce graphique de gauche, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus passifs qui sont quasiment au même niveau que leurs dépenses contraintes. Et donc, du coup, bah, ces Américains sont quasiment, voilà, si le Dow Jones continuait à monter à 35 000, 40 000 points, que va-t-il se passer? Bah, beaucoup d'Américains vont voir leurs revenus passifs augmenter, dépasser leurs dépenses contraintes et donc dire ciao à leur chef, ciao à leur employeur. Et ça, les autorités, hein, Jérôme Powell, les autorités monétaires n'ont pas intérêt. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Hein. Souvenez-vous du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre des salariés et des investisseurs. Tout le monde ne peut pas être investisseur. Tout le monde ne peut pas être salarié. Les salariés, il faut bien qu'ils aient des chefs au-dessus d'eux. Moi, j'ai un chef au-dessus de moi et ça m'aide énormément. Si j'avais pas de chef au-dessus de moi, je serais un peu embêté, on va dire. Mon chef m'apporte énormément, m'aide énormément. Je suis très, très heureux de l'avoir. Voilà, on a besoin, on peut pas vivre dans un monde anarchique. On a besoin de salariés avec des chefs qui ont eux-mêmes des chefs. On a besoin d'avoir cette structure pyramidale avec des salariés. Et les salariés, pour qu'ils puissent faire leur boulot, bah, ils ont besoin que des personnes prennent des risques et investissent dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Ce sont les investisseurs, c'est le cadran des investisseurs. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Les salariés ne peuvent pas bosser dans une entreprise et qu'il n'y ait pas d'investisseurs. Si personne n'investit dans les entreprises, bah, vos salariés, plus personne ne peut les payer et vos salariés bah, se retrouvent au chômage. Donc, on a besoin d'investisseurs, mais on a besoin aussi de salariés. Tout le monde ne peut pas être investisseur parce que si tout le monde se mettait à investir et à faire des vidéos, passer leur semaine comme moi à vous faire des vidéos, bon, moi je fais des vidéos que le week-end, mais imaginons que tout le monde se mettait à faire des vidéos toute la semaine parce que plus personne ne va bosser, bah, vos entreprises, elles s'effondrent parce que vous avez des investisseurs qui investissent dans des entreprises. Les entreprises, elles ont des dirigeants, des patrons, des dirigeants qui eux-mêmes ont des cadres, ce qu'on appelle des cadres, les managers intermédiaires. Et ensuite, vous avez la grande masse des salariés. Bah, si vous enlevez cette masse de salariés, bah, tout votre système s'écroule aussi. Donc, on a besoin des deux. Et là, en fait, je fais un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que si le CAC 40 se mettait à aller, revenait à 7 000 points, 7 500, 8 000 points, que le Dow Jones allait à 40 000 points, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de plus en plus de personnes qui ont compris comment le système marche hein, et qui vont se dire bah, aujourd'hui, j'ai plus intérêt à être salarié. C'est plus simple finalement de vivre de ces revenus patrimoniaux, de ces revenus boursiers. Et donc, du coup, bah, je démissionne. Enfin, les gens démissionnent en général. Voilà. Et ça, c'est pas forcément bon. Et là, les banques centrales le savent et elles ne peuvent pas laisser les bourses continuer à augmenter indéfiniment. C'est pour ça que moi, j'ai du mal, je peux me tromper, hein, j'ai du mal à croire à une poursuite du rebond des marchés actions de manière durable. Ça me paraît difficile, sauf si on rentre dans un régime un peu comme en Turquie d'hyperinflation. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des inflations à 10, 15, 20%, que du coup, bah, les salaires augmentent, hein, les salaires suivent l'inflation avec du retard. Et là, effectivement, on peut voir des marchés boursiers augmenter parce que les entreprises répercutent les prix, répercutent la hausse des prix sur leurs clients.
et ainsi de suite. Et donc, du coup, forcément, la valeur nominale des entreprises augmente, la valeur nominale des salaires augmente, donc du coup, la valeur nominale des actions augmente. Et donc là, vous avez tout qui augmente, mais de manière nominale, en termes nominal, pas en termes réels. C'est peut-être le seul cas, effectivement, on peut voir les marchés actions partir comme en 40. Mais sinon, si on reste dans une logique de maîtrise de l'inflation, que l'inflation n'explose pas, voire même que l'inflation reflue, il n'y a pas le choix. Le marché action doit, alors peut-être pas s'effondrer, hein, mais il doit progressivement baisser, 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 baisser. Voilà, il doit y avoir, le marché action doit se tasser, pour utiliser un terme un peu, voilà, qui ne soit pas trop stressant, on va dire. Il doit se tasser. Sinon, par l'absurde, si le marché action s'envole, le marché immobilier, pareil, hein, si tous ces marchés-là montent de manière continue à l'infini, vous allez avoir une grosse partie de la population qui va se dire pourquoi se casser la tête à aller bosser si je peux vivre de mes revenus boursiers, immobiliers, etc., etc. Donc voilà un peu pourquoi à la question est-ce qu'on assiste à un rebond du chat mort, dead cat bound, moi, mon élément de réponse, c'est qu'a priori, la correction des marchés, pour moi, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Pour moi, le premier signe qui pourra marquer la fin de la baisse des marchés boursiers, ça sera quand un grand nombre d'Américains commenceront à revenir sur le marché du travail parce que leurs revenus patrimoniaux auront fondu comme neige au soleil. Ces personnes-là sont obligées de rechercher un travail, qu'on a une remontée du chômage. Et là, évidemment, les entreprises auront une capacité à faire pression à la baisse cette fois-ci sur les salaires. Et là, on verra des profits augmenter. Et là, les marchés pourraient repartir. Alors, oui, c'est pas très gai, hein, en fait, finalement, ce que je vous dis. Hein. C'est que vraiment, on voit que c'est les intérêts des uns, c'est pas forcément les intérêts des autres. Là, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de personnes qui sont devenues riches grâce aux cryptos, grâce aux actions, grâce à l'immobilier. Il y a de moins en moins de personnes, surtout aux États-Unis, qui soient motivées pour aller bosser, pour se lever le matin, pour aller bosser. Et là, on a un déséquilibre du marché du travail. Et ce déséquilibre, pour moi, ne pourra se résorber que quand les marchés auront purgé. Et pour moi, la purge n'est pas encore terminée. Alors, je continue. Le Nasdaq, pareil, hein, le Nasdaq qui a fortement rebondi cette semaine, mais on est loin encore d'avoir terminé la baisse, hein, puisque pour sortir maintenant, il va falloir casser les 13 500 points. On est encore très, très loin. Il y a encore 15% à prendre. Il faudra vraiment que le Nasdaq regagne encore 15% pour commencer à envisager une fin de la tendance. Alors, au niveau du Japon, le Nikkei, pareil, hein, donc le Nikkei avait moins corrigé que les autres indices et évidemment, son rebond est moins violent que les autres indices. Mais on voit là, on est encore, hein, le Nikkei est coiffé par cette résistance baissière. Donc là, pour le Nikkei, hein, pareil, il y a eu un rebond, c'est très très bien. Maintenant, il va falloir confirmer ça en cassant la résistance baissière en rose que l'on voit là. Alors, la Chine. Alors, sur la Chine, c'est un peu différent. Sur la Chine, c'est un peu différent. Le marché chinois est un peu différent du marché américain et européen. L'inflation en Chine est beaucoup plus basse qu'ailleurs dans le monde, ce qui laisse des munitions à la Banque centrale de Chine pour pouvoir assouplir sa politique monétaire. Et là, on voit en pas horaire, on voit vraiment une hausse de la bourse chinoise. Hein. On est passé de 13 200 points à 14 700 points. Donc là, on a une hausse de plus de 10% de la bourse chinoise depuis ses plus bas atteints il y a à peu près de cela un mois et demi. Donc on a une tendance qui est haussière à court terme, qui reste baissière en page journalier. Hein. Je rappelle que le marché boursier chinois a entamé sa tendance baissière depuis 2021. Le marché chinois semble avoir de l'avance sur les marchés européens et américains. Donc, on est encore en tendance baissière. On va voir, hein, il va falloir casser par le haut la zone des 15 000 et des 16 000 points pour retourner la tendance en pas journalier. Et en pas
hebdomadaire. En pas hebdomadaire, on reste encore sur une tendance haussière de très long terme. D'ailleurs, le niveau, hein, les 13 200 points, 13 300 points sur lequel les indices chinois ont rebondi, correspond aussi à un support haussier de très long terme, le support hebdomadaire. Donc voilà, hein, la Chine qui s'inscrit à contre-tendance, hein, des autres places mondiales. Donc c'est pour ça, hein, vraiment, je reviens, si j'ai un conseil à donner, hein, allocation d'actifs. Il ne faut pas faire un all-in sur un actif, sur une action. Il faut avoir une allocation d'actifs qui soit la plus diversifiée possible parce qu'on ne sait pas quels sont les actifs qui vont être gagnants demain. Alors sur l'Inde, les actions indiennes alors là, le titre il n'est pas mis à jour, hein. Elles ont bien rebondi cette semaine, mais on reste quand même sur une tendance assez dégradée. Sur l'Afrique du Sud, on a eu un bon rebond cette semaine, mais là encore, hein, on est encore sur une tendance baissière de moyen terme. Et sur les actions brésiliennes, alors les actions brésiliennes, elles, il n'y a pas eu de rebond. Donc on a eu des marchés, on a eu trois types de marchés, hein. Les marchés qui ont rebondi fortement, mais qui restent encore en tendance baissière, qui sont les marchés européens, japonais et américains. On a un marché qui a rebondi cette semaine, mais qui était déjà en train de rebondir les 2-3 dernières semaines, qui sont les marchés chinois. Et enfin, on a le marché brésilien, qui lui n'a pas donné signe de reprise cette semaine et qui reste encore en tendance baissière, aussi bien à court terme qu'à moyen terme. Et là encore, hein, on n'arrive pas à passer la barre des 100 000 pour l'indice phare de la bourse du Brésil. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux métaux précieux. Sur les métaux précieux, l'or reste sous pression. On est à 1827 $ l'once. L'or reste sous pression. Il a baissé cette semaine, contrairement aux actions. Alors, ce n'est pas une forte baisse, mais on reste sous pression sur l'or. Sur l'argent, ça a été une semaine difficile. L'argent a encore testé une nouvelle fois ses plus bas depuis 2 ans. Attention à ne pas casser ça. Donc l'argent reste dans une tendance compliquée. Le palladium, alors vous voyez là j'ai pris d'autres graphiques parce que comme mon broker est en maintenance ce week-end, le site est en maintenance, j'ai pas pu télécharger tous les graphiques. Donc j'ai été sur d'autres sources. Le palladium a pas mal baissé, il a lâché encore 5% cette semaine et on voit, hein, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a eu une très très forte baisse du palladium. Et pareil pour le platine qui a aussi corrigé. Alors, je passe maintenant aux matières premières. Pardon, aux matières premières. Alors, je ne les ai pas toutes faites parce que je n'ai pas des graphiques pour tout. Sur le pétrole, ça a été une semaine de consolidation, hein, avec le pétrole qui consolide entre 105 et 110 $ le baril. Le blé, alors là, s'il y a quelque chose à retenir, hein, une matière première qui a énormément baissé, c'est le blé qui a perdu 10% cette semaine, après avoir déjà perdu 20% la semaine d'avant. Donc le blé qui chute énormément. On est aujourd'hui à peu près à 930 à peu près sur l'indice du blé. Je rappelle qu'on avait touché, il y a 3-4 semaines, on avait touché les 13 000, hein, les 13 000, les 1300. On a eu une très très forte baisse des cours du blé. Pareil pour le cuivre. Alors, j'ai pas c'est un autre graphique que j'ai sur le cuivre, hein. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cuivre oscillait autour de 4 $ la tonne. Ben là, cette semaine, alors les unités ne sont pas les mêmes parce qu'il y a plusieurs manières de mesurer le prix du cuivre, mais le cuivre a enfoncé la zone des 4 pour s'établir à peu près à 3,70. On a perdu 10% cette semaine sur le cuivre. Et ça, en fait, c'est pas finalement délirant. Pourquoi? Parce que le marché anticipe une baisse de la croissance. Or, le cuivre, la consommation de cuivre est un très bon indice pour mesurer les perspectives de croissance mondiale. Et on sait que les perspectives de croissance mondiale sont revues à la baisse et on voit en corollaire le cours du cuivre qui baisse en dessous de 4 $. Alors sur les cryptos, alors pareil, hein, sur les cryptos, j'ai dû prendre d'autres graphiques. On a eu un beau rebond
du Bitcoin de 10% qui repasse au-dessus des 20 000 $. Bon, par contre, c'est pas du tout un rebond convaincant, hein. On est quand même en tendance baissière, même très fortement baissière. On a eu un orgueil, un sursaut d'orgueil sur la zone des 20 000, qui est un très très gros support, un plus gros que les 30 000. Mais pour le moment, on n'invalide pas la tendance baissière. Pareil sur l'Ethereum. L'Ethereum qui avait cassé la zone des 1000 $ et là qui revient au-dessus des tutoyer les 1200 $. Mais là encore, ça n'invalide pas la tendance baissière sur l'Ethereum. Alors, en conclusion, les marchés ont bien rebondi cette semaine, en particulier l'obligataire, les actions et les cryptos. Le marché qui a le mieux rebondi, disons qui a le mieux refait ses pertes. Moi, le rebond, je ne le mesure pas en pourcentage absolu, je le mesure en comment dire, en retracement de Fibonacci, c'est-à-dire la perte qui a été épongée par le rebond actuel. Et sur le marché obligataire, on a eu un très bon rebond, un rebond de 4%, comparé aux 20% de baisse. Donc, c'est quand même un beau rebond, hein. Le marché obligataire a effacé quasiment 20%, 25% de sa baisse depuis le début de l'année. Alors, évidemment, on est toujours en tendance dégradée, mais on a eu un très, très fort rebond du marché obligataire. Là encore, hein, moi, le pense, j'avais un peu anticipé ce rebond. Pourquoi? Là encore, par l'absurde, parce que les banques centrales ne peuvent pas laisser les États faire faillite, hein. Si les taux continuent à monter, c'était carrément un risque de faillite des États et de grandes entreprises. Et ça, évidemment, les autorités ne peuvent pas l'envisager. Le marché action qui a très bien rebondi avec du retard par rapport au marché obligataire. On a vraiment eu le marché obligataire qui a rebondi plutôt en milieu de semaine, alors que le marché action, l'essentiel du rallye du marché action a eu lieu vraiment hier, voire même hier dans l'après-midi. Et donc, du coup, on a eu du retard entre le marché action et le marché obligataire. En absolu, le marché crypto qui a le plus rebondi, hein, il a rebondi de plus de 10% cette semaine, mais ça reste relatif comparé aux 70% de baisse initiale. Et on a à rebours des marchés, actions, crypto et obligataires, on a les métaux précieux et les matières premières qui ont fortement corrigé à la baisse, en particulier le blé et le cuivre, à cause des perspectives de ralentissement de la croissance mondiale. Donc voilà un petit peu moi ce que j'avais voilà ce que j'avais à dire, hein, sur les marchés. Autant sur l'obligataire, il est possible que les taux continuent à se détendre. Par contre, là où je suis vraiment perplexe sur la poursuite durable du rebond des marchés boursiers, parce que là encore, on raisonne par l'absurde. Si les marchés boursiers continuent à augmenter, ben, beaucoup de gens vont dire bah, ciao, moi, je quitte mon employeur, je donne ma démission, je fais une rupture conventionnelle, enfin, j'arrête de bosser, quoi. Et ça, l'économie ne peut pas le supporter. L'économie ne peut pas le supporter. On a besoin, pour que les marchés actions puissent bien se comporter, pour que les investisseurs puissent toucher des revenus confortables, on a besoin qu'il y ait une forte partie de la population qui va travailler, qui fasse métro, boulot, dodo. Ces mondes-là sont liés. Donc, si les marchés boursiers continuent à monter, bah, vous allez avoir une grosse partie de la population qui va dire bah, moi, plus besoin de bosser, à quoi ça sert de me casser la tête à me lever le matin si je peux vivre des revenus de mon patrimoine, surtout aux États-Unis. Donc du coup, si jamais par l'absurde les marchés actions continuaient à augmenter avec une inflation qui se tasse, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir une pénurie de main d'œuvre qui va s'accroître parce que vous allez avoir de plus en plus de salariés qui vont quitter le monde de l'entreprise. Et là, vous allez avoir des tensions à la hausse sur les salaires et du coup une compression des marges des entreprises et une baisse des actions à moyen long terme, parce que si les marges des entreprises se rétrécissent, les actions finissent par rebaisser. Donc même si, vous voyez, par l'absurde, on suppose que les actions continuent à monter, bah, on arrive de proche en proche à la conclusion que bah, les actions vont bien finir par baisser
parce que les tensions sur les salaires seront telles sur le marché de l'emploi, surtout aux États-Unis, que ça va comprimer les marges des employeurs. Voilà. Ça, c'est vraiment important d'avoir en vue les cadrans, hein, les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki, c'est-à-dire que tout ça, c'est lié. Les salariés, les auto-entrepreneurs, hein, les experts, hein, les avocats, les médecins, les experts, les patrons d'entreprise et les investisseurs. Tout ça, c'est lié. Hein. Tous ces gens-là travaillent en bonne harmonie. Si un des cadrans commence à manquer de personnes, à manquer d'effectifs, ben, ça va déstabiliser votre économie. L'économie a besoin des 4 cadrans. Il y a des personnes qui sont faites pour faire métro boulot dodo, qui sont faites pour être de bons exécutants, de bons soldats. Et il faut les féliciter, il faut les remercier, on a besoin d'eux. Mais il y a des personnes qui sont faites pour être leaders, pour gérer des équipes, gérer des entreprises. Vous avez besoin de cela. Vous avez des experts qui travaillent à leur compte et vous avez des investisseurs. On a besoin de ces 4 catégories de la population. Et si les marchés actions devaient trop remonter, trop vite, trop rapidement, on aura à nouveau un déséquilibre de ces 4 cadrans de Robert Kiyosaki. Et ce déséquilibre amènera soit la Fed à taper très fort contre l'inflation, donc remonter des taux très forts et baisse des actions, soit les entreprises à devoir remonter fortement les salaires des salariés qui sont restés en poste, ce qui comprime leur marge et qui, in fine, refait baisser le marché action. C'est pour ça que je ne suis pas forcément très optimiste à moyen terme, à moyen long terme, sur les actions au moment où je vous parle. Alors maintenant, on va passer à mon portefeuille, au focus sur mon portefeuille. Donc cette semaine, j'ai réalisé des plus-values. Hein. Vous voyez, j'avais investi pas mal dans l'obligataire il y a 2 semaines. Là, l'obligataire a fortement remonté et j'ai profité de cette semaine pour prendre une partie de mes gains sur le marché obligataire. Bon, là, on voit ça yoyote. Hein, en termes de plus-value réalisée, ça se compense. Hein. J'ai réalisé beaucoup de plus-value. J'ai aussi réalisé beaucoup de moins-value et au final, sur la semaine, ça se compense. Mais j'ai fait une rotation, en fait, ça s'appelle une rotation de mon portefeuille, une réallocation, un rebalancement de l'allocation d'actifs en rediminuant le poids de mes investissements obligataires pour profiter, pour prendre une partie de mes bénéfices cette semaine grâce au rebond obligataire. Donc là, je vous fais une petite photo du portefeuille de mon broker, hein, ce qui m'amène à calculer les KPI de mon portefeuille. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? La valeur liquidative de mon portefeuille a fortement rebondi. Hein. On est repassé de 23 300, on était à peu près à 23 300 euros la semaine dernière, au point bas, lorsque les marchés obligataires avaient touché des points bas avec des taux français qui étaient quasiment à 2,50 presque. Et là, avec un relâchement des taux d'intérêt, bah, mon portefeuille obligataire a remonté. J'ai arbitré mon portefeuille obligataire, ce qui me permet de revenir à une valeur liquidative qui tourne autour de 24 000 euros. Et du coup, bah, la performance totale de mon portefeuille, elle remonte, elle repasse à moins 3,90 alors que j'étais quasiment à moins 6%. Il y a une semaine et demie, j'étais à quasiment 6%, un peu plus, hein, 6% de baisse. Là, ma performance totale depuis le début de l'année remonte à moins 3,90%, ce qui est finalement une performance assez honorable quand on sait que les marchés actions sont encore en baisse depuis le début de l'année de 16%. Les marchés obligataires sont en baisse à peu près entre moins 10 et moins 15%. Les marchés crypto sont encore en baisse de moins 60-70%. Bon, avoir un portefeuille qui perd que moins 3,90%, c'est pas forcément négatif. Alors, ce qui est plus gênant pour moi, au moment où je vous parle, c'est le ratio de latence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas énormément de lignes en plus-value, j'ai énormément de lignes en moins-value. Hein. J'ai beaucoup de moins-value qui sont éclatées dans pas mal de classes d'actifs. Donc, j'ai un portefeuille diversifié, certes, c'est bien. Par contre, j'ai des moins-values à peu près partout parce que comme tous les marchés ont baissé, ben, il n'y a pas de miracle. Donc, j'ai un ratio de latence qui est assez bas. Je rappelle, le ratio de latence, hein, c'est le ratio entre les plus-values latentes que j'ai divisé par le total, par la valeur absolue, le total entre mes plus-values et la valeur absolue de mes moins-values.
Et donc, ça me donne un ratio de latence de 5,88%. C'est assez bas, c'est même très bas. Je n'ai pas énormément de marge de manœuvre pour réaliser des plus-values, ce qui explique pourquoi, ici, vous voyez, la valeur réalisée de mon portefeuille, elle stagne aujourd'hui parce que justement, j'ai pas beaucoup de stock de plus-value latente. Par contre, l'indicateur qui s'est pas mal amélioré cette semaine, il y en a deux, c'est les réserves de marge disponibles. Le fait d'avoir investi massivement sur l'obligataire, ça a fait baisser, ça avait fait énormément baisser ma couverture disponible. Ma couverture était tombée à 60%, donc ce qui est assez bas. Mon taux de marge disponible était tombé à 60%, voire même 58%. Aujourd'hui, en ayant liquidé une grosse partie de mon portefeuille obligataire, mon taux de marge remonte à 80, au-dessus de 80%. Et ça me donne finalement de la marge de manœuvre pour repasser de nouveaux ordres sur les marchés. L'autre point positif cette semaine, ça a été le fait que je repasse en positif sur certaines classes d'actifs. Sur les actions, aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai un prix de revient qui est une valeur de marché des actions qui est supérieure à mon prix de revient. C'est-à-dire que je suis en plus-value latente sur les actions, et sur l'obligataire, je suis quasiment flat alors que j'étais à moins 3% il y a encore une semaine sur les obligations françaises. Donc, je suis revenu quasiment à mon niveau d'équilibre. Alors là, évidemment, où je suis encore en forte baisse, c'est sur les cryptos, sur le Bitcoin et sur l'argent en métal. Là, j'ai encore de fortes baisses, mais globalement, la valeur de marché des différents actifs se rapproche du prix de revient, du prix d'équilibre de mes différents actifs. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, quand je regarde un peu la cartographie de mon portefeuille, alors vous avez une ligne là, vous voyez, donc j'ai pris mes plus-values sur les OAT, donc on voit que les engagements sur les OAT sont passés de 28 000. J'étais engagé, mes engagements obligataires étaient à 28 000 euros, c'est énorme. On est passé à 2 491 euros. Donc, j'ai vraiment soldé une grosse partie de mon portefeuille obligataire. Par contre, j'ai repris des positions sur le blé. Donc, j'ai acheté 0,2 contrats de blé. C'est le plus petit que je peux acheter parce que je pense que ça peut être intéressant. Le blé a pas mal corrigé. Ça fait maintenant 3 semaines consécutives de correction sur le blé. Donc, j'ai voulu prendre j'ai voulu investir sur le blé en étant prêt à garder, vous voyez, 9 000 euros d'investissement sur le blé. La valeur de mon portefeuille est à 24 000 euros, donc je peux garder cette position sur le blé aussi longtemps que je le veux. Donc, je suis capable de supporter des moins-values de 10, 15, 20, 30% sur le blé sans que ça ne m'oblige à à vendre en catastrophe mes actifs. Et quand on regarde le graphique, on voit un petit peu le graphique. On a un portefeuille obligataire qui s'est pas mal rétréci. Un portefeuille action qui est équilibré. On a une exposition aux métaux précieux et maintenant une forte exposition aux matières premières, notamment via mon investissement sur le blé. Et j'ai encore quelques investissements sur le forex et sur la volatilité implicite. Voilà un petit peu la cartographie actuelle de mon portefeuille. Donc, c'est une cartographie qui a beaucoup bougé ces 2 derniers jours, parce qu'évidemment, si j'avais cette cartographie il y a une semaine, aujourd'hui, mon portefeuille serait beaucoup plus bas. Mais j'ai profité de la hausse du marché obligataire pour diminuer le poids de mes obligations en portefeuille et augmenter le poids des matières premières que j'ai en portefeuille, qui ont énormément corrigé ces 3 dernières semaines. Et donc, du coup, j'espère qu'il y aura un rebond, on va dire un petit rebond d'orgueil pour quelque part essayer de prendre une partie de mes plus-values là-dessus. Ça, on le verra dans les prochaines semaines.
Donc voilà un petit peu en conclusion sur mes investissements. Donc en gros, cette semaine, si je devais résumer, j'ai quasiment rien fait sur les cryptos, les métaux précieux et sur les actions. J'ai pris une partie de mes bénéfices sur l'obligataire et j'ai pris une position un petit peu élevée, je reconnais, sur le blé, sur les matières premières, notamment le blé. Et il va falloir évidemment que je baisse cette exposition au blé. Mais bon, il y a des soucis, enfin, des contraintes techniques. Hein. Les contrats sur le blé, je ne peux acheter que 0,2 contrats au minimum. Je ne peux pas diviser ma position plus. Donc j'ai acheté le minimum, 0,2 contrats. Et effectivement, je vais essayer de réduire cette position sur le blé dans les prochaines semaines. Voilà, bah écoutez, ce que j'avais à vous dire sur ce point de marché. Voilà, donc semaine assez agitée. On a eu un bon rebond sur les marchés obligataires, les cryptos et les actions. Quelle va être la suite sur les prochaines semaines, prochains mois? Ma position sur l'obligataire, je suis assez voilà, je sais pas trop. On peut avoir une poursuite durable du rebond obligataire et de baisse de taux. Sur les cryptos, on peut rebondir aussi parce on a quand même perdu 70% de sa valeur. Là où je suis plus sceptique, c'est vraiment le rebond sur les marchés actions, où là, je suis quand même plus sceptique, plus mesuré. C'est pour ça que j'ai pas fait grand-chose sur les actions. J'ai pas pris beaucoup de positions directionnelles sur les actions cette semaine. Je me mets en attente sur les actions. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, de vos proches. La météo va pas être terrible ce week-end, hein, beaucoup de pluie. Bon, enfin, si vous vivez dans le nord de la France et en Île-de-France. Voilà. Bah, écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver pour un prochain point de marché dans une semaine. Voilà. À très bientôt, les amis, et je vous dis à dans une semaine.